Alors, l'enregistrement est lancé. Merci à toutes les personnes voilà, qui ont mis un petit mot écrit dans le chat. Donc, n'hésitez pas tout au long tout au long de la réunion, enfin du webinaire, si vous souhaitez intervenir et que vous n'avez pas de micro, vous pouvez tout à fait intervenir dans le chat et voilà, on essaiera de regarder régulièrement les questions éventuelles qui sont déposées voilà, pour pouvoir y répondre. Donc, je vous propose de lancer ce webinaire. Donc, voilà, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci d'être présentes et présents ce matin pour ce webinaire autour de la thématique de l'illettrisme. Donc, je suis Romance Moreau, je suis responsable du service médiation à la Bibliothèque d'Alsace. Et ce matin, j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire qui va être animé par monsieur donc, Olivier Fleury, qui occupe les fonctions de chargé de mission coordinateur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, donc l'ANLCI, en région Grand Est. Donc merci Monsieur Fleury pour votre présence ce matin. Alors un petit mot d'introduction, donc pourquoi ce webinaire et pourquoi cette thématique de l'illettrisme? Alors si on revient un petit peu 2 ans en arrière, en 2022, l'IFLA, qui est un petit peu l'association internationale des bibliothèques, donc l'IFLA et l'UNESCO ont co-signé un manifeste pour la défense des missions de la bibliothèque publique. Et parmi les missions clés qui sont définies dans ce manifeste, qui fait un petit peu référence au sein de la profession des bibliothécaires partout dans le monde, on trouve notamment la mission de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, qui sont en fait 2 enjeux très forts dans un monde où de nombreuses personnes souffrent encore de difficultés avec la lecture, l'écriture, le calcul et les compétences numériques. Alors je dis encore parce qu'on pourrait croire après toutes les campagnes d'alphabétisation et la démocratisation de la scolarisation depuis le 19e siècle, on pourrait croire que la question de ces compétences de lecture, d'écriture ou de calcul, c'est plus un problème dans nos sociétés dites développées. Sauf qu'on verra ce matin que la question elle est beaucoup plus complexe que ça et que ces enjeux ils sont toujours très marqués au 21e siècle. Donc depuis octobre 2022, au niveau de la collectivité européenne d'Alsace, la collectivité s'est dotée d'objectifs forts en matière de lecture publique et parmi les objectifs dont s'est dotée la collectivité européenne d'Alsace, on trouve justement cet objectif autour de la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Et ce sont 2 objectifs qui figurent parmi nos axes prioritaires d'intervention au niveau de la Bibliothèque d'Alsace. Parce que Bibliothèque d'Alsace, on met en œuvre la politique de lecture publique de la collectivité européenne d'Alsace. Et pour nous, ce webinaire, il était vraiment important parce qu'on est convaincu que les bibliothèques ont un rôle absolument central à jouer dans l'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme à travers le développement de fonds adaptés, par exemple, mais pas que, à travers aussi la mise en place d'actions de médiation dédiées et à travers aussi la formation des bibliothécaires autour de ces enjeux. Donc, ce webinaire aujourd'hui, il intervient dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, dont Monsieur Fleury nous reparlera sans doute. Et on l'inscrit vraiment voilà, dans cette dynamique voilà, ce qu'on espère derrière, c'est de pouvoir sensibiliser, en fait, vous sensibiliser autour de cet enjeu et vous donner l'envie aussi peut-être de mettre en place des actions autour de cette thématique. Donc, juste avant de passer le micro à Monsieur Fleury pour embrayer voilà, sur cette thématique de l'illettrisme, je fais juste une micro-digression. Je passe la parole à ma collègue Agnès Carapito qui a une micro-annonce à vous faire concernant un tout autre sujet. Et ensuite, voilà, on pourra lancer tout de suite le webinaire. Merci Romance, bonjour à toutes et tous. Alors, je suis Agnès Carapito, responsable de l'unité publique Action culturelle et également en charge du pilotage du festival de contes L'Alsace se raconte. Et donc c'est la raison pour laquelle je fais cette micro-intervention ce matin, simplement pour vous dire, donc au niveau de la Bibliothèque d'Alsace, on commence à préparer la prochaine édition qui aura lieu du 28 mars au 17 avril 2025. Et pour faire un petit rappel, un mail a été envoyé à l'ensemble des bibliothèques début de semaine dernière pour vous proposer de participer au festival en remplissant un petit formulaire et en nous indiquant si vous souhaitez accueillir un spectacle dans le cadre de ce festival.
Donc simplement pour vous dire si le mail ne vous était pas parvenu, de ne pas hésiter à revenir vers votre bibliothécaire référent territorial pour le signaler, pour que nous puissions vous envoyer ce message. Donc il y a possibilité de répondre au formulaire jusqu'au 28 septembre. Il y a également une petite actu sur le portail de la Bibliothèque d'Alsace. Donc c'est aussi un moyen d'en prendre connaissance. Donc n'hésitez pas et l'équipe est à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci Romance et je vous repasse la parole sur l'illettrisme. Merci beaucoup Agnès et du coup, sans plus attendre, je passe le micro à Monsieur Fleury pour lancer, ce webinaire autour de la question de l'illettrisme. Voilà, donc je partage mon écran, je pense que vous le voyez. C'est bon? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ok, bah alors c'est bien, ça démarre bien. Déjà, merci de consacrer du temps à la question de la lutte contre l'illettrisme au niveau des médiathèques, hein. Je suis donc rappelé Olivier Fleury, donc chargé de mission de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme pour le Grand Est. Je vous dirai un petit mot de l'agence un petit peu après. Et puis les missions qui sont dédiées à l'agence. Moi, je suis basé à la préfecture de région, au SGAR, secrétariat général à l'aménagement régional et européen, qui est en réalité l'administration de la préfète de région. Pourquoi? Pour pouvoir interférer et interagir avec l'ensemble des politiques publiques, parce que la question de la lutte contre l'illettrisme, ça s'approche par la question de la culture, des bibliothèques, des médiathèques, mais aussi par le monde de l'emploi, par le domaine des demandeurs d'emploi et par tous les domaines qui peuvent, à un moment donné, être confrontés à ce type de personnes, et d'où la nécessité d'interagir avec tous ceux qui, à un moment donné, peuvent être proches des personnes qui sont dans cette situation. Voilà. Donc, on va d'abord, une première partie, avant de parler des bibliothèques proprement dites, déjà revoir un petit peu la définition pour être bien clair entre nous, hein, savoir de quoi on parle et de quoi on ne parle pas. Et puis après, je vous donnerai quelques chiffres hein, d'une très récente enquête de l'INSEE, d'abord, qui a été publiée au mois d'avril de cette année, 2024. Donc ça faisait longtemps qu'on attendait une nouvelle mesure de la problématique de l'illettrisme, et qui a été repris par l'Observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme, hein, qui est interne à l'Agence de lutte contre l'illettrisme, et qui a publié vendredi dernier tout un ensemble de chiffres qui permettent de caractériser les personnes qui sont concernées. Alors d'abord, je vais commencer par la définition hein, qu'on a posée en 2003. L'illettrisme, c'est des personnes qui ont été scolarisées en France ou en langue française et qui, à l'issue de leur scolarité, on dit maintenant à l'issue de l'âge d'obligation scolaire, puisqu'on est passé de 16 à 18 ans, hein, ne maîtrisent pas les compétences de base, lire, écrire et compter, et puis on a ajouté avoir un usage de base du numérique. Pourquoi on rajoute avoir un usage de base numérique? Parce que la sortie de l'illettrisme, on la définit comme quand une personne est autonome dans les actes simples de la vie courante, hein, et aujourd'hui, on est autonome dans les actes simples de la vie courante quand on a lire, écrire, compter, hein, et qu'on sait se débrouiller à peu près sur les sites et en ligne sur un certain nombre de choses. Voilà la définition telle que l'agence la pose. Alors, comment s'y retrouver, comment cerner le besoin, comment pouvoir se repérer dans tout ça? On a ce petit schéma qui est assez simple. La personne a-t-elle été scolarisée? Si la réponse est non, on est dans une situation d'analphabétisme, hein. La personne n'a jamais été à l'école, n'a jamais fréquenté un lieu d'enseignement. Si la réponse est oui, on se pose la question, est-ce que la scolarité s'est déroulée en langue française? Si la réponse est non, on est dans une situation d'allophonie, hein, voilà. Et puis enfin, si la réponse est oui, euh, oui, je diffuserai le PowerPoint à tout le monde. La question vient de passer, vient de se mettre en place. Si la réponse est oui, on est dans une situation d'illettrisme avec différents niveaux, différents degrés. Hein, différents degrés 1 et 2, on est en situation réellement d'illettrisme, et à degré 3 et 4, on a besoin d'une remise à niveau. Ça veut dire qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui sont acquises et stabilisées chez la personne, et qu'il s'agit de compléter et d'améliorer un certain nombre de choses. Voilà pour la définition. Alors, cette définition, on pourrait dire, bah, il s'occupe des personnes en situation d'illettrisme, il ne s'occupe pas des autres. La raison de cette approche est assez simple, c'est que les méthodes de remédiation ne sont pas les mêmes. Une personne qui est en situation d'analphabétisme, il va falloir, d'un point de vue cognitif, installer
la relation entre la lettre C, le geste qui fait la lettre C, le sens de la lettre C, la sonorité. On va être obligé de mettre en place des choses de cet ordre-là. En place, et puis après de pouvoir le faire. Hein. On a besoin d'installer tout un ensemble de capacités auprès de la personne, et c'est donc une méthode particulière. Pour les personnes qui sont en situation d'allophonie, c'est plutôt les formations français, langue étrangère ou langue seconde. Et c'est comme si vous et moi, on apprenait l'anglais, le portugais, le sanskrit ou des langues plus ou moins éloignées de notre langue d'origine, mais on a déjà dans le cerveau la capacité de lire, de déchiffrer. On a déjà dans le cerveau un système grammatical. Et en général, on sait compter dans une langue, on sait compter dans l'autre, hein, par le vocabulaire et la manière de dire les chiffres. Et donc, on est vraiment dans l'apprentissage d'un nouveau système grammatical, d'un nouveau système de vocabulaire, mais la capacité à lire et à comprendre en même temps, elle est déjà installée. L'illettrisme, là, on va être dans des éléments comment, je vois que j'ai pas les exemples, je vous les montrerai après, dans un système qui va devoir renforcer, hein, et puis avec des situations très très différentes. Il y a des personnes qui vont écrire en phonétique complètement, il y a des personnes qui écrivent sans espace, il y a des personnes qui vont se débrouiller en calcul, mais pas en lecture, ou qui vont lire, mais pas comprendre, parce que la lecture n'est pas assez installée, et la capacité cognitive est complètement utilisée, la mémoire vive, si on voulait faire un petit parallèle avec le numérique, par la nécessité de déchiffrage, hein, et on n'a pas de disponibilité pour comprendre en même temps ce qu'on lit. Hein. Et donc, on va avoir des personnes qui peuvent avoir une lecture relativement fluide et qui, à la fin de la phrase, ne savent pas ce qu'ils ont lu. Donc on a comme ça tout un ensemble de systèmes. Ça veut dire aussi qu'en termes de remédiation, on va avoir besoin de mettre en place une pédagogie différenciée pour faire travailler à chaque personne, la faire partir de là où elle est, la faire travailler ce qu'elle ne maîtrise pas, un petit peu ce qu'elle maîtrise pour la rassurer, hein, mais surtout ce qu'elle ne maîtrise pas, et que c'est jamais la même chose d'une personne à l'autre, hein, dans ces temps de remédiation. C'est quoi l'impact d'une personne qui est en situation d'illettrisme? Je vous en donne quelques-uns et je vous laisse lire le reste. Hein. Circuler, regarder un trajet, trouver un trajet alternatif quand il y a un problème, y compris si on a une ligne de bus parfaitement en tête et qu'on connaît par cœur le nombre d'arrêts, qu'on a visualisé, le jour où il y a un problème, on est perdu. On peut prendre un médicament, 2 comprimés par jour pendant 8 jours. Ça, on ne peut pas lire, hein, quand on a une ordonnance ou un pharmacien qui écrit ça sur une boîte. Il y a le suivi de la scolarité de l'enfant, et puis il y a bien sûr toutes les lectures plaisir, pour lire des histoires aux enfants, mais aussi pour lire pour soi-même, pour pouvoir suivre une formation, pour calculer des quantités quand on fait de la cuisine, pour retirer de l'argent, mais aussi quand vous payez avec un billet de banque, vérifier sa monnaie, tout ça, c'est des choses qui disparaissent et qui ne sont pas présents, et qui sont très entramantes. Hein. Les personnes se sentent relativement emprisonnées dans ce qu'elles connaissent par cœur, dans l'environnement dans lequel elles sont, et tout ce qui n'est pas dans leurs habitudes, dans leur quotidien, elles ne peuvent pas y aller, elles ne peuvent pas les découvrir. Hein. Donc elles sont relativement enfermées dans cet environnement. Est-ce que vous pensez avoir croisé les personnes qui étaient dans cette situation dans votre environnement? Ça vous parle? Oui, je vois Madame Robert Chassignol qui dit oui. Vous avez un exemple à nous donner Bonjour. Oui, oui, oui. Moi, je travaille dans un bassin de vie assez pauvre, et des personnes qui ne sont, par exemple, des parents qui ne savent pas lire. Des enfants qui sont venus à la bibliothèque, on leur a demandé de remplir un document signé par leurs parents pour qu'ils puissent avoir une carte de bibliothèque. Et la réponse a été, moi, ma maman, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Elle pourra pas. Est-ce que je peux le signer à sa place? Voilà. C'est enfin, c'était pas un exemple, il y en avait plusieurs. Oui, donc c'est des exemples qu'on peut trouver au quotidien. Du coup, j'ai eu le temps de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Je vais pouvoir vous le visualiser. Voilà, donc là, vous avez le degré 1 et le degré 2, hein, donc les personnes qui sont en situation d'illettrisme. Je vous laisse déchiffrer. Donc c'est quand même des personnes qui peuvent prendre un papier et un crayon, hein. C'est des personnes qui ont été à l'école, hein. Souvent des personnes qui ont rencontré beaucoup d'accidents de vie, hein.
c'est très rarement des personnes qui ont été à l'école primaire du CP au CM2 et qui sont allées dans la même école et qui sont allées de la sixième à la troisième dans le même collège, qui se trouvent en situation d'illettrisme à la fin, hein. C'est des personnes qui ont eu des problèmes de santé, qui ont pu être absents pendant des grandes périodes. C'est des milieux dans lesquels il y a des violences intrafamiliales. C'est des milieux dans lesquels, la plupart du temps, c'est un ensemble d'événements de cet ordre-là qui vont arriver à la personne et qui font qu'on est peut-être capable de surmonter une difficulté, mais quand les difficultés s'enchaînent ou se chevauchent, on n'est pas disponible, hein, d'un point de vue général, d'un point de vue cognitif, hein. Quand vous êtes à l'école et que vous savez que le soir, s'il y a des problèmes à la maison, quels qu'ils soient, ben, vous n'êtes pas disponible pour faire de l'acquisition, hein. Le cadre idéal, c'est la sécurité et la sécurité affective pour être disponible, pour pouvoir apprendre. Quand vous n'avez pas ça, l'école n'est pas performante pour l'apprentissage de la lecture. Voilà, pour faire un petit peu le schéma et le portrait. Et puis encore un petit point sur la question de l'illettrisme, hein, et sur les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. La principale caractéristique, à part ces éléments, hein, ces données que je peux vous montrer, c'est la visibilité. C'est le sentiment de honte et des astuces pour dissimuler et ne pas en parler. Hein, vous avez, j'ai oublié mes lunettes, j'ai un bandage sur la main pour ne pas écrire, ou dans une situation professionnelle, on dit bah, t'écris mieux que moi, je te laisse écrire, hein, c'est quand même plus facile, on arrivera mieux à rire, hein, voilà. Tout un ensemble d'astuces qui font qu'on le dissimule, d'où la mise en place des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, c'est de donner de la visibilité au phénomène. Et puis la campagne qu'on mène pour la deuxième année, c'est en parler pour avancer. Comment on fait prendre la parole, comment on permet aux personnes de dire bah, je suis en difficulté avec la lecture, le calcul, etc. Et pour pouvoir entamer la discussion sur comment je vais pouvoir progresser dans cet environnement, hein. Donc c'était en 2013, l'illettrisme était grande cause nationale. Hein, et on s'est aperçu à cette occasion que le fait de pouvoir effectivement mettre sur la place publique dans des événements, dans un certain nombre d'actions, la problématique de l'illettrisme était extrêmement bénéfique pour sensibiliser les publics, hein, et on a poursuivi sous la forme des Journées nationales d'action contre l'illettrisme tous les ans, hein, du 8 au 15 septembre, pour faire un Zoom dans lequel on a bah, des actions avec le monde du travail, avec le monde des demandeurs d'emploi, avec le monde de la culture, avec le monde du milieu carcéral, hein, de tous ces éléments, hein, tous les secteurs dans lesquels on peut, à un moment donné, faire de la sensibilisation, du repérage et proposer de la remédiation. Alors, l'agence, je vous disais que je vous dirais un petit mot de ce que c'était que l'agence. L'agence, c'est un groupement d'intérêt public, donc c'est une agence gouvernementale, hein, ou à majorité gouvernementale, si vous voulez, qui est composée de 4 collèges. Il y a 12 ministères, dont le ministère de la Culture. Je ne vais pas vous faire tout le détail. Le ministère du Travail, qui est notre ministère de tutelle, et qui est aussi notre principal financeur, hein, la clé d'entrée là-dessus. On a les opérateurs de compétences. Alors, les opérateurs de compétences, c'est les structures paritaires qui gèrent l'argent de la formation professionnelle, donc entre syndicats d'employeurs et syndicats de salariés. Donc il y a 11 opérateurs de compétences qui vont à côté des 3 services de formation des fonctions publiques, hein, CNFPT, ANFH et PFRH pour l'État. Hein, et avec ces 11 plus 3, on couvre l'ensemble du champ salarié et de la formation professionnelle, dans lequel, vous verrez, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis on a aussi l'association, enfin Région de France, qui est aussi membre du groupement d'intérêt public, hein, qui finance notamment la formation des demandeurs d'emploi, mais aussi tout ce qui intervient dans tout le champ de ce qui est l'apprentissage. Et puis l'association des départements de France, qui a rejoint le groupement d'intérêt public depuis 2 ans. Et tout un ensemble du monde économique. Donc c'est Pôle emploi, c'est la SNCF, c'est l'AFPA, qui sont dans le champ de la formation, etc., etc. Et c'est cet ensemble-là qui pilote la lutte contre l'illettrisme en France. Alors l'agence, on n'est pas très très nombreux. Vous avez nos bobines là, monsieur le directeur ici. Voilà, donc on est 35 en tout, hein, au niveau national. Donc on a un chargé de mission régionale dans chaque région métropolitaine et dans chaque DROM, c'est-à-dire 13 sur le
dans l'Hexagone, et 5 pour les DROM, hein, où les taux d'illettrisme sont assez importants aussi là-bas. Et puis le reste, c'est des chargés de mission qui sont au niveau national, thématiques, pour venir nous appuyer dans la mise en place des stratégies de repérage et de lutte. Voilà. L'agence, elle a 3 missions essentielles. C'est une mission d'observation, hein, mesurer et comprendre l'illettrisme, comprendre ses caractéristiques, comprendre où sont les personnes. Coordonner les politiques publiques, alors à la fois au niveau national, mais beaucoup en territoire, hein, comment on fait pour articuler un certain nombre d'acteurs, comment les médiathèques peuvent entrer en interrelation et en partenariat avec un certain nombre d'acteurs qui font de la médiation, hein, ça va être un peu l'objet d'une partie après, hein, comment on peut avancer là-dessus. Donc ça, c'est notre travail de lever les ponts, hein. On a beaucoup de personnes qui sont membres du groupement d'intérêt public, et donc sur le territoire, on est là pour les coordonner. C'est pour ça qu'ils sont à notre conseil d'administration, et c'est pour ça qu'ils nous mettent en place, hein. C'est pour qu'on puisse aider les personnes à travailler ensemble sur les territoires. Et puis outiller les acteurs au travers d'une offre de services. Alors, c'est des tests comme le test EVA, hein, ce qui est le service public de mesure des compétences de base et des compétences transversales. Donc, c'est un test de 45 minutes qui permet, sous la forme d'un jeu sérieux, serious game, de mesurer les difficultés des différentes personnes, de s'appuyer aussi de mesurer aussi leurs compétences, hein, pas que leurs difficultés, et de pouvoir entamer un dialogue avec eux. On a des outils comme Evagile pour sensibiliser le milieu de l'entreprise, et puis des choses plus pratiques comme la boîte à outils Les Incontournables, qui est une boîte à outils qui permet de mettre en place des stratégies de lutte contre l'illettrisme en entreprise, avec les 8 étapes qu'on a identifiées comme étant essentielles pour que ça puisse fonctionner. Enfin, on est une agence de mission, hein, on n'est pas une agence de moyens, on n'a pas une ligne budgétaire qui viendrait financer des actions, on a les moyens de nos administrateurs, hein, c'est-à-dire que quand on veut intervenir au niveau de l'emploi, quand on veut intervenir là-dessus, on va mobiliser les moyens de l'adresse et les orienter vers ce type d'action qu'on va coordonner avec des moyens du conseil régional ou des conseils départementaux, par exemple pour les bénéficiaires du RSA qui sont inscrits à France Travail. Hein, on va mettre en dynamique les moyens et les coordonner de manière à ce qu'il n'y ait pas des politiques séparées, mais qu'il y ait des politiques en dynamique sur les territoires, avec chacun sa fonction, chacun son rôle. Voilà pour la présentation de l'agence. Alors la situation en France, c'est l'enquête dont je vous parlais, hein. Donc on a les chiffres qui sont arrivés. On n'avait plus d'enquête depuis 2012, donc on est bien content de ne plus s'excuser d'avoir des chiffres un peu anciens et d'avoir de l'actualité. Au mois d'avril, de manière très très brute, dans le cadre de l'enquête formation tout au long de la vie, qui est une enquête européenne qui est déclinée dans chaque État, il y a eu une mesure de l'illettrisme avec ses qualités et ses défauts. Donc on est centré sur les 18-64 ans, hein, puisque tant qu'on n'a pas quitté le système scolaire, on ne peut pas être considéré comme en situation d'illettrisme. Hein, et donc, on a 4% de la population qui est en situation d'illettrisme. Ça fait 1,4 million de personnes. On va voir que ces chiffres évoluent un petit peu. Sur la question du calcul des mathématiques, c'est-à-dire de l'innumérisme, on est à 9%, hein, de cette même population, en sachant qu'il y a dans ce type d'enquête, hein, c'est comme ça, c'est une enquête que l'INSEE appelle une enquête ménage. Donc, c'est des personnes qui sont résidents, hein. Par exemple, on n'a pas les gens du voyage dans cette enquête. On n'a pas les personnes qui sont incarcérées, hein. Et il y a quelques publics qui sont pourtant touchés, qui ne font pas partie de cette enquête ménage européenne, et donc sur lesquels il y a des corrections et des choses à avoir. Enfin, deux éléments, hein, plutôt les personnes peu ou pas diplômées, ça on peut s'y attendre. Et puis, on avait un zoom sur les quartiers de la politique de la ville. Il y a 3 fois plus de personnes en situation d'illettrisme, c'est-à-dire qu'on est à 12%. Hein. Et aujourd'hui, dans les quartiers de la politique de la ville, mais dans la population en général, on a plutôt tendance
à avoir beaucoup de travail sur la question de l'allophonie, hein, des formations français langue étrangère, alors qu'au final, en termes de chiffres, il y a beaucoup plus de personnes en situation d'illettrisme que de personnes en situation d'allophonie. C'est tout simplement parce que vous rencontrez quelqu'un qui ne formule pas de phrase en français, ben vous savez qu'il est en situation d'allophonie, il n'y a pas besoin de test, hein, pour voir que la personne ne maîtrise pas le français, alors que les personnes qui sont en situation d'illettrisme vont pouvoir avoir une conversation, quelquefois avec un vocabulaire un petit peu moins riche, mais pas forcément, mais ça ne se voit pas, hein. Donc on est bien toujours sur cette question d'invisibilité. Voilà. Alors, dans les chiffres, je vais peut-être passer directement à celle-là. Hop, faut que je clique un peu plus fort, voilà. Donc, on a, nous, au niveau de l'Observatoire, repris l'ensemble des chiffres, hein, puisque les 1,4 million, c'est difficulté avec la lecture, hein. Voilà, on était vraiment sur la question de l'illettrisme, mais pas sur les autres problématiques, hein, qui mènent à la dépendance, à lire, écrire, compter, à avoir un usage de base du numérique. Donc, on a 4,4% de la population corrigée avec les personnes qui n'ont pas été enquêtées, 1,5 million de personnes qui sont en situation d'illettrisme. En innumérisme, on est à 9% de la population qui ont des difficultés à compter, hein, je dis compter pour raccourcir un petit peu. Et enfin, quand on met l'ensemble des personnes, celle-ci et celle-ci, on arrive à 10,5% de la population qui sont en difficulté, pas uniquement illettrisme, hein, mais avec les compétences de base d'une manière générale, ce qui représente 3,7 millions de personnes en France. Voilà. Si on le met, vous avez le petit camembert à côté, il y a des personnes qui ont uniquement des problèmes d'illettrisme qui sont ici, vous avez des personnes qui ont uniquement uniquement des problèmes de calcul, et puis vous avez une population commune, 26%, qui sont en difficulté à la fois avec la lecture, l'écriture et le calcul. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques chiffres, quelques éléments qui permettent de caractériser un petit peu cette population. D'abord, la répartition par classe d'âge, hein, c'est plutôt 52% ou plus de 45 ans. Voilà. Chez les jeunes, alors, le graphique est un peu trompeur, mais c'est comme ça, il n'y a que cette année, hein, entre 18 et 24 ans. Donc, il faudrait corriger un peu si on voulait avoir le taux par année, hein. Puisque dans les autres classes, on a des classes de 10 ans, mais on est plutôt sur une courbe en V, c'est-à-dire qu'à la sortie du système scolaire, on a plutôt pas mal de difficultés, et aujourd'hui, on ne sait pas encore pourquoi. On a plutôt un creux entre 25 et 45 ans, hein. Il y a un peu moins de personnes, il y en a quand même pas mal, hein, mais c'est pas là où il y en a le plus, et ça remonte avec les âges. Alors, il y a peut-être des systèmes de remédiation qui interviennent entre 18 et 30 ans et qui font qu'un certain nombre de personnes font de l'acquisition un peu plus tardive, où on a peut-être des phénomènes, je ne sais pas si on a déjà des effets de la période Covid dans ces chiffres-là, hein. C'est un peu difficile à savoir. Alors, 6 personnes sont en difficulté, 6 sur 10 sont des femmes. C'est essentiellement dû à la question de la numératie, hein. Alors, littératie, c'est légèrement plus d'hommes, hein, mais le fait qu'il y ait la question du calcul, hein, ça fait un peu cliché, mais quand on mesure, c'est la réalité des personnes, hein. Voilà. Où sont ces personnes? Alors là, bah, elles sont partout. Elles sont partout. On a un tiers dans les grandes villes, un tiers dans les villes intermédiaires, hein, donc les villes moyennes ou les villes moyennes de banlieues, de grandes agglomérations. Et puis un tiers qui est en zone rurale. Voilà. Donc on en a, voilà, il n'y a pas d'endroit qui ne serait pas touché. Puis on vous disait, hein, plus de risques dans les quartiers de la politique de la ville et dans les départements d'outre-mer, hein. Le record, c'est Mayotte avec 70%. Voilà. Départementalisation en une douzaine d'années, hein, seulement. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Alors ça, c'est quelque chose quand même à bien avoir en tête, hein. 55% sont en emploi, c'est quand même une large majorité. 13% sont demandeurs d'emploi et les autres sont inactifs, hein. Ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des personnes qui sont au foyer, ça peut être tout un ensemble d'autres éléments. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le ministère du Travail. Vous voyez, entre les 55 et les 13, on comprend que le ministère du Travail soit notre premier, soit sous la tutelle de ce ministère, même si on a pas mal d'activités avec le ministère de la Culture. Chez les demandeurs d'emploi,
18% sur la population générale des demandeurs d'emploi sont en difficulté avec les compétences de base. Donc accéder à un emploi, hein, rédiger une annonce, consulter des sites d'annonces, suivre une formation, hein, c'est compliqué pour une grande partie. Et quand on est sur la question des chômeurs de longue durée, on est à 25%. Sachant que ce chiffre va certainement encore augmenter, puisque vous savez qu'avec la réforme de France Travail et la CEA est concernée, tous les bénéficiaires du RSA seront inscrits automatiquement à France Travail. Et là, on sait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont concernées par ces éléments-là. On va essayer de se rapprocher un petit peu du territoire. C'est toujours très difficile d'avoir des chiffres de cet ordre-là, mais on a quelques éléments. Chaque année, vous avez les journées défense citoyenneté. Hein, donc, toutes les personnes, âge moyen 17 ans et demi, vont passer une journée dans un centre du service national et de la jeunesse. Donc, c'est organisé par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Armées, surtout deux membres du GIP hein, aussi. Et on a introduit un module sur la question de la lecture et de la compréhension de la lecture. Hein, on n'a pas tout ce qui est numératie, on n'a pas les autres éléments, mais on a ça. Et là, en 2023, on a le nombre de personnes, donc en bleu, en difficulté, en grande difficulté de lecture, et en orange, on va dire, brun orange, le nombre de personnes en situation d'illettrisme à 17 ans et demi par département. Donc, si on prend les deux départements qui composent la CEA, dans le Bas-Rhin, en grande difficulté avec la lecture, 11,1. En situation d'illettrisme, 5,5. C'est dont, hein. 11,1, dont 5,5 en situation d'illettrisme. Et si on passe un peu plus au sud, du côté du Haut-Rhin, on est à 11,9% des jeunes en grande difficulté avec la lecture, dont 5%. Enfin, c'est pas 5%, 5% sont en situation d'illettrisme. C'est toujours difficile de bien formuler ces éléments-là. Donc là, on est sur un élément d'actualité. Hein, tous les ans, on dispose de ces chiffres. Hein, et on est vraiment sur du réel. Hein, c'est quasiment 100% d'une classe d'âge qui va y passer. Et on a la photographie à la sortie du système scolaire. C'est-à-dire quand ils vont entrer dans notre public des 18-65 ans. Donc on a l'input, comme on dit, on a le flux. On sait ce qui arrive et auprès de qui il va falloir faire de la remédiation, même si on est encore une fois que sur la lecture. Hein. Lecture et compréhension dans les tests. Hein. Voilà. Donc il faut les rapprocher des 1,4 million de personnes en situation d'illettrisme. Voilà pour ces chiffres-là. Autres données. Alors là, on est sur la base d'une étude, hein, ce n'est pas une enquête. Ça part de l'enquête TIC qui est réalisée chaque année par tout un ensemble d'acteurs, Credoc, INSEE, voilà. Pardon. Et on a travaillé en fonction des caractéristiques de la population, à rapprocher de chaque EPCI, chaque communauté de communes, le nombre de personnes en difficulté avec le numérique. En sachant qu'il y a quelques biais à cette enquête, mais ça nous donne quand même des indications relativement d'ordre de grandeur. Hein. Par exemple, l'enquête porte sur l'utilisation d'Internet. Est-ce que vous avez utilisé Internet? Est-ce que vous disposez d'un appareil? Hein, et les personnes qui ne disposent pas entrent dans les personnes qui n'ont pas accès au numérique, peut-être plus qu'en situation d'électronisme. Mais globalement, on a des grands équilibres. Et ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez quand même, vous voyez au niveau de chaque EPCI. Donc là, vous avez détail par EPCI ici. Hein, je vous l'enverrai, les liens, tous les liens sont cliquables dans la présentation. Vous pouvez cliquer dessus et vous pourrez regarder ce qui se passe sur chacun des lieux de votre implantation, que ce soit sur les deux départements, puis les deux départements, parce que l'État en a deux départements toujours, une seule collectivité, mais voilà, c'est toujours un peu compliqué aussi, hein, c'est comme les pourcentages. Et vous pourrez regarder hein, avec à la fois le taux, donc plus c'est clair, plus le taux est faible, hein, mais néanmoins, si on regarde Strasbourg, on est, je crois, à 13% de personnes en difficulté avec le numérique, mais en valeur absolue, c'est 55 000 personnes.
Donc ça permet de rappeler quand même que même si on est sur des couleurs claires, il faut quand même être inquiet de par le nombre de personnes qui sont concernées. Voilà un petit peu pour rapprocher tout ça. Et puis on a aussi bien sûr des personnes qui sont encore une fois en double difficulté, hein. On dit ça en double illettrisme, hein, un illettrisme, si on peut dire classique, et un illettrisme numérique, hein, et des personnes qui sont à peu près 20% qui n'arrivent pas à accéder au numérique, mais qui par ailleurs ont aussi des problèmes avec les compétences de base, à lire, écrire, compter. 95% de ce qu'on fait sur Internet, hein, c'est de la lecture ou du calcul, hein. Lecture, écriture, calcul. Donc si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas avoir accès à ces éléments. Et l'intérêt qu'il y a aussi à mettre le doigt sur ces éléments-là, c'est qu'aujourd'hui, dire qu'on est en situation d'illettrisme, c'est pas encore très courant. Par contre, dire qu'on a des difficultés avec le numérique, euh, ça m'arrive tous les jours, hein, de ramer sur quelque chose, enfin presque. J'exagère un petit peu. Voilà. Alors, je vais vous laisser un petit peu parler, hein, parce que sinon, voilà. Les chiffres là, ça vous étonne? Vous êtes surpris? Vous les constatez? Je, Ça vous laisse je, sans voix. je me lance si personne. Moi, j'ai un peu triché parce que j'avais consulté les chiffres avant le webinaire, donc du coup, j'ai moins l'effet de surprise, mais c'est vrai que c'est au niveau du nombre de jeunes en difficulté de lecture. Moi, ça m'interpelle quand même dans la mesure où, justement, ce que j'évoquais en introduction, on a cette idée, je pense, partagée que grâce à la démocratisation de la scolarisation, etc., tous les jeunes sont a priori en capacité d'acquérir ces compétences de lecture voilà, dès leur entrée à l'école. Et en fait, on se rend compte que bah, c'est pas du tout aussi évident que ça, quoi. Moi, c'est surtout ça qui m'interroge à chaque fois. Je vous ai donné quelques indications, hein, tout à l'heure, hein, sur les causes de l'illettrisme, hein. C'est pas de la scolarité linéaire, hein. Après, il y a quelquefois, il y a certainement, on peut trouver toujours un exemple de scolarité qui se passe pas bien, d'enseignants qui seraient peut-être un peu moins mobilisés ou qui, dans sa vie, a un petit coup de mou dans son activité sur l'ensemble de sa carrière et qui va être moins attentif à une problématique ou des conditions qui facilitent pas forcément la prise en compte d'une personne qui serait pas du tout au niveau dans la classe, hein. On peut toujours trouver des éléments de cet ordre-là. Mais le côté qu'est-ce que fait l'éducation nationale, hein, on l'entend de temps en temps, c'est pour ça que je préfère le dire. Il y a des personnes qui qui sont dans ouais, dans une espèce de tempête dans leur vie et qui, voilà, l'apprentissage, c'est pas compliqué. Voilà, les addictions un peu plus tard ou des choses de cet ordre-là, ouais, qui font que c'est compliqué, qu'il faut trouver le moment, la disponibilité, voilà, C'est vrai que et que, si je oui. peux aussi intervenir, je suis pas tellement surprise que ça par les chiffres, parce que j'ai une expérience d'une dizaine d'années dans le social. D'abord en tant qu'assistante sociale de secteur, où du coup je faisais parfois office d'écrivain public pour des personnes qui étaient en difficulté dans l'écriture, justement, et la lecture des documents qu'ils recevaient. Et après, j'étais à l'ASE avec des jeunes qui, comme vous dites, en fait, ils ont eu des parcours de vie très complexes avec beaucoup de ruptures dans la scolarité. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on a des jeunes après qui savent écrire, mais que en mode texto ou en phonétique. Et c'est très compliqué pour les réinsérer en fait et les accompagner dans des formations justement de remise à niveau. Même s'il existe comme les écoles de la seconde chance, ce genre de choses. Mais c'est vrai que voilà, donc j'étais pas vraiment surprise des chiffres, même si c'est dommage. Alors, là où vous êtes important dans les médiathèques, c'est que vous pouvez aborder les choses différemment, hein. C'est euh, quelqu'un qui a fait 10 ans d'école, que ce soit en continu ou un peu plus en pointillé, euh, repartir sur de la pédagogie, c'est pas la peine, hein. Comme les personnes qui sont en difficulté, qui vont être en CFA, hein, nous on travaille beaucoup avec les CFA, quand 4 heures de français c'est douloureux, c'est pas la peine de remettre une 5e heure.
c'est contre-productif, c'est une bonne occasion de décrocher définitivement et de quitter sa formation. Il faut avoir une autre approche, hein, et on travaille sur ce qu'on appelle l'andragogie, donc la pédagogie mais pour les adultes, hein. Voilà, alors, une approche andragogique et surtout des approches situées. Tu as besoin de faire ça et pour faire ça, tu dois connaître le vocabulaire de cet environnement. Donc on fait et on travaille le vocabulaire en même temps, hein. On a besoin de se repérer dans l'espace et de se repérer dans le temps. On va préparer une sortie et c'est les stagiaires qui vont aller chercher les horaires, qui vont noter, qui vont regarder si pour la correspondance c'est bon. Et là, ça fait sens parce que c'est utile immédiatement. Ça s'inscrit dans tout ça. Et là, on arrive, y compris avec des personnes qui ont quitté le système scolaire de manière relativement récente et qui ont une aversion pour les salles de classe, hein. Et puis on ne se met pas en plus dans des environnements de type salle de classe. Et là encore, quand on est dans une médiathèque, même s'il il faut y aller doucement, parce que plein de livres, ça peut faire peur aussi, hein, tous ces mots qui sont là comme ça. Mais on est quand même dans un autre cadre, avec autre chose, avec une autre production, hein. Voilà, dans le système carcéral, par exemple, on a, avec la Fondation M6 depuis très longtemps, des concours d'écriture avec 3 niveaux, hein. Un niveau où les personnes écrivent des toutes petites choses, puis des personnes qui vont écrire plutôt des romans, et chaque année, il y a des prix qui sont remis à des personnes qui sont incarcérées et qui se mobilisent euh, sur ce genre de choses, quoi. Donc il y a plein de manières pour lesquelles le livre peut être un outil de médiation qui ne rappelle pas l'environnement scolaire, qui va être associer les mots, la lecture et le plaisir. Et là, il y a des choses à faire, donc en étant accompagné, hein, les personnes ne vont pas venir passer, ils ne viennent pas comme ça en disant. Mais justement, je pense on va parler de ça un petit peu après, et je vais vous inviter à parler encore. Je vous y prépare tout de suite, hein. Voilà, voilà sur ces éléments. Euh, Le facile à lire, je crois qu'il y a pas mal de structures qui l'ont. Je ne sais pas quel est votre degré de connaissance du facile à lire. J'en suis pas un spécialiste, hein. Voilà, moi ce que je vous ai mis là, je ne sais pas si vous avez connaissance, parce que nous on s'est inscrit dans cette dynamique et on a accompagné, vous voyez, on est partenaire ici du CNFPT. Donc le CNFPT a fait au mois d'avril une formation d'1 jour et demi. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de cette formation-là, parce qu'elle vous est accessible, voilà. Alors, a priori, il pourrait y avoir une nouvelle session. En attendant, vous avez le replay. Alors, c'était 1 jour et demi, je ne sais pas comment, je ne les ai pas regardés, hein. Mais vous avez les replays des 2 temps qui sont disponibles. Vous avez les liens qui sont là. Alors, c'est une formation qui permet à la fois de comprendre un petit peu ce que c'est, de voir ce que c'est des publics, hein, et puis une formation, on est mis en situation, on peut faire un certain nombre de choses, de comprendre le concept du facile à lire, de tout ce qu'on peut faire, et puis de regarder comment on le met en place de manière efficace, et on va jusqu'à réfléchir à son environnement et à la manière dont on le met en place dans son environnement pour que les choses fonctionnent. Donc, moi, je vous l'ai mis là. Elle était accessible, bien sûr, à la fonction publique, mais elle était ouverte à tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'y compris des associations ou d'autres structures pouvaient, sur demande, participer aussi à cette formation, hein. Donc, vous avez le lien du replay. Je ne sais pas si j'ai mis le lien directement vers. Non, ça c'est vers le site du CNFPT, mais si vous tapez facile à lire CNFPT, vous allez arriver sur le descriptif un peu plus complet, hein, et sur les personnes qui organisent ce temps. Vous en avez eu connaissance de cette formation? Vous avez déjà suivi des formations sur le facile à lire? Mariam, Ouais. tu veux intervenir peut-être, sachant que Mariam est aussi notre personne ressource au sein de la Bibliothèque d'Alsace sur cette question du facile à lire. Ouais. Oui. Du coup, j'ai effectivement suivi, des formations au CNFPT sur le facile à lire, dans le cadre de la mise en place du facile à lire, à la BDA. Ah. Voilà, je ne sais pas si je peux dire quelques mots, Ouais. maintenant. Du coup, le facile à lire, c'est, un fonds, pour, des publics, assez diversifiés.
Donc, ça rejoint la problématique du jour, des publics en situation d'illettrisme, mais aussi des publics en situation de handicap, des publics en situation de fatigabilité, comme des jeunes parents. Ça peut aussi être des gens qui veulent, retourner à la lecture et qui savent pas trop comment s'y prendre. Ça demande une labellisation par le ministère, de la culture, donc on fait la demande, et ensuite on a un petit logo et du coup, il y a quelques critères, pour cette labellisation. Il est demandé d'avoir un meuble spécifié, bien mis en avant. Donc, des fois, ça peut être, devant l'entrée, c'est ce qui est conseillé. Après, ça dépend un peu des structures Mmh. et de comment on s'organise pour le public. Les ouvrages sont mis de face pour que ce soit plus attractif, et ce sont des ouvrages, dits faciles à lire. Donc, il y a des critères de forme et de fond, et ça peut être autant, des albums que des livres photos, que des courts romans, que des documentaires, et le fond peut être utilisé pour faire de la médiation auprès des différents publics, et il est aussi demandé à ce que, soit mis en place de la médiation, via des partenaires, et ça dépend un peu, du territoire sur lequel se trouve la structure. Et du coup, avec ma collègue, Lucie Crémer qui, est sur le côté médiation du facile à lire à la bibliothèque d'Alsace, on organise des comités, faciles à lire. Donc, le prochain, ce sera le 12, novembre, à Erstein, et ces comités, c'est vraiment, un moment d'échange, en fait, entre les bibliothécaires, autour de ce fonds, autant sur le côté collection, les coups de cœur, ce qui est intéressant, ce qu'on peut ou pas mettre dedans, que le côté médiation et partenaire. Voilà, pour aider un peu à accompagner les bibliothèques qui veulent mettre en place ce fonds et ou qui auraient une expérience à mettre en valeur, et à partager. Mmh. Bon, nous, on a reçu dans le cadre de notre activité une présentation. Je peux vous passer 2-3 éléments. Il y a 5-6 diapos pour le préciser, hein. Voilà. D'abord, à quoi ça sert, hein. Donc, c'est ce que vous avez dit, hein, mais c'est juste pour que les gens puissent le visualiser. Donc, voilà, les documents présentés de face, des logos spécifiques, quelqu'un à proximité pour pouvoir enseigner, un espace chaleureux, permettre la découverte de la lecture plaisir, hein, c'est tous ces éléments-là. Vous avez des sigles, hein, voilà, avec y compris des degrés de facilité pour la lecture. Le lien avec les personnes en situation d'illettrisme, eh ben, c'est quand on commence à lire, on a besoin sujet, verbe, complément, pas beaucoup de personnages, hein. Un développement linéaire, on ne revient pas en arrière, il n'y a pas de flashback, il n'y a pas de choses de cet ordre-là qui permettent, qui ferait que c'est un peu compliqué. On peut écrire, on peut s'appuyer sur des ouvrages avec une écriture un peu plus grosse, bien espacée, hein, tout un ensemble de choses de cet ordre-là, hein, qui permettent de travailler avec des personnes et puis de les rendre fiers d'avoir de la lecture, hein, être capable de prendre un livre, de le lire ou de le lire à ses enfants, hein. Voilà, ça c'est des éléments, voilà, qui permettent de se repérer un petit peu. Le logo, la signalétique, hein, donc vous avez ici la carte de tous les espaces faciles à lire. Donc je vous le laisserai, hein, vous avez aussi le lien vers le site pour regarder autour de vous, est-ce qu'il y a des espaces faciles à lire. Si dans votre bibliothèque ou médiathèque, vous n'avez pas d'espace facile à lire, vous pouvez aller voir à proximité qu'il y a, aller en visiter un. Enfin, je suppose, hein, je ne veux pas intervenir dans votre, dans votre activité, mais la question de la proximité, de se rapprocher de vous, hein. Si vous faites une demande, alors c'est le comité de pilotage, c'est l'Association des bibliothèques de France, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, la NLCI et le ministère de la Culture qui sont au comité de validation des espaces faciles à lire, hein. Donc on en fait partie. C'est ma collègue, hein, qui est au niveau national, qui participe à ce comité-là et qui va regarder si les critères d'avoir effectivement un espace dédié, de prévoir des temps de médiation, hein. Si c'est juste posé comme ça, il n'y a pas il y a pas de labellisation, il faut prévoir un certain nombre d'activités pour pouvoir faire vivre cet espace-là. Voilà. Les faciles à lire, donc vous avez effectivement, vous voyez des différents niveaux qui peuvent être mis en place, hein. Facile, avec un plus, 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 plus. Voilà. Facile, très très facile.
Voilà. L'idée de pouvoir, c'est toujours comment on peut avoir un livre, je dis comme ça, quand on veut lire quelque chose et être autonome, comment on fait pour accéder à une écriture qui intéresse à la journée. On ne peut pas lire Petit Ourson à 30 ans parce que c'est facile à lire. Donc il faut quelque chose qui corresponde à, au désir de lecture, à l'âge, du polar ou je ne sais trop quoi, mais peu importe la thématique, mais en même temps ça ne peut pas être infantilisant. Oui, Madame Robert Chassignol. Oui, c'est souvent la difficulté que l'on rencontre auprès notamment des associations qui ont un groupe de personnes en situation d'illettrisme et qui viennent à la bibliothèque en disant qu'est-ce qu'on pourrait emprunter pour pouvoir leur permettre d'accéder à la lecture. On a beaucoup de livres d'apprentissage pour les enfants, il y en a pléthore, des collections extraordinaires, mais quand il s'agit des adultes, c'est fini, il n'y a plus rien. Il y a tellement peu d'éditions qui permettent d'avoir la même chose, le même degré d'apprentissage, mais pour les adultes. Et ça, pour avoir cherché pas mal, aussi bien en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, il y a très peu de choses qui sont proposées. Parce que dans le facile à lire, certaines collections dont vous avez les couvertures, ce sont effectivement des éditions très spécifiques qui ont été faites pour ça, pour le facile à lire, avec où on demande à l'écrivain des critères très spécifiques pour écrire ce roman. Mais on est déjà à un niveau plus élevé. C'est déjà pour des personnes qui savent lire, qui lisent correctement. Et c'est ce lien que je trouve dommage qu'on ne puisse pas trouver au niveau des éditeurs. Ouais. À mon avis, il manque quelque chose dans le domaine de l'édition. Ouais. Alors, il y a aussi des livres qui sont un peu plus visuels, qui permettent de s'appuyer à la fois sur les images et sur ce qui est écrit, la BD ou d'autres types de supports sur lesquels on est sur de la lecture qui peuvent correspondre à des thématiques d'adultes avec de l'écriture relativement faible. Et puis, il y a alors je ne sais plus laquelle c'est, il y a un département, je crois que c'est une bibliothèque départementale dans l'Ouest, peut-être en Ille-et-Vilaine, qui a une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner et qui font du conseil justement, qui vont repérer les livres qui sortent, voilà, et qu'on peut installer dans du facile à lire. Donc ça, on le recommande toujours. Je crois que c'est la BDA enfin la BDA du coup, la bibliothèque départementale d'Ille-et-Vilaine. Vous allez sur Internet, vous tapez ça, vous vous abonnez à la newsletter et tous les mois ou 2 mois, vous recevez une information avec les livres qui sont recommandés, avec le degré d'accessibilité. Ce qui facilite un petit peu votre appropriation de ces questions-là. Voilà, donc je crois que j'ai encore 2 diapos là-dessus. Oui, sur le FAL et le FALC, pour le distinguer un petit peu. Le FALC, c'est facile à lire et à comprendre. Ça a été mis en place par l'UNAPI, donc l'Union nationale des parents et amis de personnes handicapées. Et donc, on est à la fois sur des éléments, par exemple du livre audio, on peut être sur des choses de cet ordre-là, qui correspondent à chaque type de handicap, du handicap mental, etc., etc. Donc, il y a des livres qui sont destinés, qui sont FAL, qui peuvent aussi être utilisés dans le FAL, mais le FAL n'est pas un outil pour les personnes en situation de handicap. Et comme il n'y a qu'une lettre de différence, je pense que c'est important d'avoir la distinction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les deux. Et puis une personne en situation d'illettrisme, pourquoi elle ne prendrait pas des livres audio, j'ai déjà vu comme ça des bibliothèques qui étaient marquées pour les personnes aveugles ou personnes ayant des difficultés avec la lecture ou préférant écouter que de lire. Non, mais il y a du fond comme ça qui peut peut-être être mobilisé, qui peut peut-être aussi donner envie aux personnes de faire un certain nombre de choses. Voilà, ça c'était la parenthèse FAL pour qu'on partage un petit peu ce que c'est. Voilà pour cet élément. Et puis maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Avec vos livres FAL, comment vous feriez dans votre environnement pour mettre en place quelque chose? C'est-à-dire que si vous voulez développer la lecture en direction des personnes en situation d'illettrisme, comme je disais au début, c'est pas elles qui vont pousser la porte. Vous aurez peut-être de temps en temps quelqu'un qui est accompagné,
hein, qui est quelqu'un qui dit bah viens, je vais te trouver un bouquin qui j'ai lu qu'il y avait du facile à lire, mais ça va rester l'exception. Et si vous avez un petit investissement, une formation, un élément de cet ordre-là, si vous ne le faites pas vivre, les livres vont rester comme ça et prendre la poussière. Voilà. Alors, déjà, moi, je peux vous donner il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont en accompagnement des personnes en situation d'illettrisme, qui sont plutôt à la recherche de supports pédagogiques, d'activités externes, dans lesquels on va pouvoir, sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour justement sortir du côté scolaire, de la pédagogie, et qui peuvent être intéressés pour venir dans votre espace facile à lire. Là, je vous donne un exemple, hein. Alors, je ne sais pas si je clique dessus, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, je vais d'abord copier ça. Hop. Là, c'est les formations de la région Grand Est, donc destinées aux demandeurs d'emploi. Donc, vous voyez à l'écran Non, vous avez le PowerPoint, hein, toujours. Ouais, je vais faire ça, hein, c'est pas très long. On voyait la carte. La carte, je vais la Ouais, remettre. ouais, Alors, je bon. pense que ça fonctionnait, ouais. Voilà, j'ai dû partager mon écran. Voilà, bon, bah là, vous l'avez aussi. Oui. Voilà. Donc, on va chercher ici, rechercher une formation. Donc, ici, on va coller compétences de base. Elle s'appelle comme ça pour l'instant. Hop. Et vous voyez là, formation, objectif, compétences de base. Donc, il y en a une à Mulhouse, il y en a une à Langres, à Langres. Donc, on va regarder, hein, IRFA, c'est plutôt dans la région. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir rechercher sur la carte en zoomant. Et vous allez voir que, par exemple, ici, vous avez des formations comme ça. Et en général, il y a quelques organismes, hein, Orientation, Viversheim. Vous voyez qu'il y en a, hop là. Il y en a vraiment beaucoup et à proximité. Là, ils font des bilans de compétences, donc c'est pas directement du facile à lire, hein. On va aller un peu du côté du Haut-Rhin, on va aller du côté de Tannes. Vous voyez, il y en a pas mal. Et à chaque fois, vous pouvez regarder dans votre environnement qui fait quoi. Hein, là, c'est l'AFPA. Donc voilà, et toutes ces personnes-là sont des acteurs de la formation professionnelle qui vont agir auprès de personnes en situation d'illettrisme ou de personnes qui sont euh, ouais, qui sont pas les personnes qui fréquentent les médiathèques d'une manière générale. Et donc, moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est que je sais qu'il y a beaucoup le réseau des bibliothèques, des médiathèques est extrêmement dense et va très loin, notamment dans la zone rurale, hein, où il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs, hein. Et là, vous avez, y compris quelquefois dans des secteurs un petit peu éloignés, la possibilité d'identifier des personnes qui pourraient être intéressées par l'utilisation, l'usage de vos bibliothèques, de vos médiathèques, qui sont des publics qui ne viennent pas et pour qui l'activité pourrait être intéressante. Voilà. Donc ça, vous aurez le lien, vous pouvez regarder dans votre environnement directement, hein. J'ai vu tout à l'heure, comme vous êtes présenté, qu'il y avait des personnes dans beaucoup d'endroits. Je reviens au PowerPoint. Voilà. Ouais, c'est aussi gros comme ça, voilà. La mise dans une politique d'insertion externe, on peut le dire. Là, vous avez un appel d'offres aujourd'hui au niveau de la collectivité européenne d'Alsace, hein. Vous avez celui-là, donc qui est piloté par le service insertion et d'accès à l'emploi. Et vous avez de l'accompagnement de personnes qui sont en difficulté, éloignées. Et donc, vous allez avoir des opérateurs sur le territoire. Donc, quand l'appel d'offres, il est en cours, hein, mais quand vous aurez les réponses, vous saurez qui sont les opérateurs, où ils sont. Ouais, et vous pouvez le faire en interne. Moi, j'ai commencé en 2022, moi je suis en poste depuis 3 ans, hein. Les postes de chargé de mission régionaux de la NCI, j'étais le premier, c'est il y a 3 ans. J'étais avec la bibliothèque départementale des Ardennes, hein, qui a développé beaucoup d'activités au niveau de la lutte contre l'illettrisme. C'est même eux qui pilotent, hein. C'est le conseil départemental et notamment la bibliothèque d'Alsace avec, je me trompe, Jean-Rémy François, je crois que j'ai mis tout dans le bon ordre, le directeur, hein, qui est très actif là-dessus. Et ils avaient une approche de la lutte contre l'illettrisme basée sur les médiathèques et la médiation culturelle uniquement. Et moi, j'ai travaillé avec eux aussi pour leur dire, bah, attendez, vous gérez les publics RSA, vous gérez telle activité, et travailler avec eux pour qu'il y ait en interne
des outils qui se répondent. On sait que quelquefois dans les collectivités, il y a un peu de verticalité, où vous n'êtes pas forcément sur les mêmes activités. Et il y a un vrai intérêt. Et là, ils ont mis en place une mission illettrisme avec un chargé de mission illettrisme au niveau du département qui est placé sous l'autorité de la direction de l'action culturelle, la direction de l'action sociale, et je ne sais plus le troisième, il faudrait que je me renseigne parce que chaque fois je fais la même phrase. Mais il est placé sous la triple autorité de ces directions-là. Il est là pour coordonner aussi en interne, hein, comme moi je le fais dans un certain domaine, les différents services pour mettre les capacités d'accompagnement des médiathèques au service des publics qui sont en difficulté, qui sont en insertion, qui ont des difficultés de lecture, hein, et de la même façon amener ces personnes-là vers les médiathèques qui sont l'outil de la même collectivité et qui peuvent entrer en dynamique. Donc ça, c'est peut-être des choses à voir, à penser, hein, pour pouvoir développer un certain nombre de choses. Et puis, je vous fais une liste, hein. Et après, c'est vrai qu'en pilotage comme ça, moi, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est échanger, éventuellement vous donner des coordonnées, être attentif au fait que quand un organisme de formation en Alsace cherche des solutions, lui dire, pensez médiathèque, prenez contact avec la bibliothèque d'Alsace qui vous mettra en relation avec votre interlocuteur au niveau local. Hein, vous avez toutes les fédérations d'associations, hein, que ce soit éducation populaire, mais je pense à la fédération des centres sociaux des deux départements, hein, qui, pour un certain nombre, ont des activités d'accompagnement des publics en difficulté ou qui ont des parents qui sont en difficulté autour des activités et qui pourraient être intéressés par aller là-dessus, hein. Vous avez tout ce qui est chantier d'insertion et SIAE, hein, donc tout ce qui est l'activité de l'insertion par l'économie, avec un interlocuteur qui là aussi peut vous guider. Alors il y a peut-être un contact à prendre au niveau de l'Alsace et un relais à faire entre les différents acteurs de l'insertion par l'activité économique et les médiathèques qui sont sur les territoires proches, hein, pour regarder, voilà, au moins regarder les sites chez vous qui sont déjà en facile à lire et qui ont déjà une activité, comment ils peuvent accueillir pour une session de 2 heures ou voilà, un public qui n'est pas lecteur, hein, et développer le nombre de personnes qui seraient euh, potentiellement, potentiellement on pourrait rapprocher de la lecture et de l'écriture. Voilà. Vous avez bien sûr les CCAS, hein, qui ont beaucoup d'activités dans ces domaines-là. Et puis euh, des dispositifs, hein, avec des missions locales. Donc le maillage des missions locales est aussi assez important. D'une manière générale, en direction des jeunes, vous avez vu les taux, hein, à quel point les jeunes sont touchés. Et puis vous avez des dispositifs, le contrat d'engagement jeune, hein, donc c'est des jeunes qui signent un contrat de 6 mois pour le contrat d'engagement jeune classique et qui vont devoir passer un certain temps de manière collective. Donc ça veut dire que les jeunes sont là de manière collective pour apprendre à se déplacer, faire un certain nombre de choses et pourquoi pas dans ce domaine-là aller vers la lecture, aller vers la médiathèque de proximité avec ceux qui savent un peu lire, ceux qui savent moins lire et pouvoir les sensibiliser, leur donner l'habitude de passer la porte de la bibliothèque ou de la médiathèque. Et vous avez les dispositifs jeunes en rupture, hein, c'est ceux qui étaient invisibles, ou les NEETs, ni en emploi, ni en formation, voilà, qui entrent dans ce type de contrat. Donc il y a aussi un certain nombre d'opérateurs. Il y a un nouvel appel d'offres qui est en cours de finalisation, donc il va y avoir des nouveaux sites. Et là encore, les personnes font 20 heures par semaine à la mission locale avec des personnes qui sont là pour les accompagner, pour leur faire découvrir l'environnement, aussi bien, hein, dans toutes les dimensions, hein, sur la question de la santé, du logement, que de la culture. Et là vous avez votre place aussi pour être relais sur ces activités-là. Et puis vous avez l'EPID, bon, il y en a à Strasbourg uniquement, hein, mais l'autre est à Langres dans la région. Vous avez les écoles de la deuxième chance, quelqu'un les a citées tout à l'heure, qui sont autant de lieux qui ne sont pas équipés sur la question de la lecture, de l'écriture, et notamment du facile à lire, et pour lesquels vous pouvez être des relais ou des personnes qui peuvent les accompagner, hein. Voilà, moi je pense que sur l'allée vers, hein, comme
Mon travail, c'est un peu de coordonner les différentes personnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est co-construire avec le partenaire une activité, hein. Qu'est-ce que fait la structure? C'est quoi la situation des personnes, hein? Je pense qu'il faut effectivement avoir un temps en amont. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme atelier? Est-ce que c'est un atelier de lecture, un atelier d'écriture, un atelier de découverte? Voilà, des choses de cet ordre-là. Et comment on peut aboutir à faire démarrer les personnes dans le fait de prendre un bouquin et de tourner les pages, hein, pour installer un petit peu voilà, que ce soit pas un objet repoussant pour des personnes qui sont éloignées, hein, mais que ça devienne un compagnon. Voilà. Alors tout ça, vous en feriez quoi? Vous avez des éléments sur l'environnement, des choses qui vous questionnent, vous avez repéré, vous avez en tête des interlocuteurs. Est-ce que ces interlocuteurs, vous avez peut-être des blocages, vous ne savez pas comment les aborder, vous avez peut-être besoin de soutien là-dessus. Voilà, je vous passe la parole un petit peu pour regarder tout ça. Oui, Madame Robert-Chessignol. À la bibliothèque de Sarre-Union, on travaille beaucoup avec le centre sociaux parce que ce sont des groupes qui sont déjà formés. Il y avait un groupe à un moment qui s'appelait Perdu de vue, qui ressemble, je pense, ceux qui. C'est EJJR, ouais. Oui, voilà, Jeu de c'est ça. rupture, oui. Donc, il venait à peu près une fois par trimestre à la bibliothèque. On a fait des présentations, on a fait des lectures à voix haute. Et ensuite, on essayait de s'adapter aux demandes de chacun. Certains n'en avaient pas, d'autres étaient attirés par la poésie. Et ça, je l'ai repéré plusieurs fois. Que c'était un mode qui fonctionnait bien, que c'était quelque chose, un mode d'écriture qui fonctionnait bien. Et dans le facile à lire, eh ben, c'est un fond dans lequel on n'en a pas beaucoup, étonnamment. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a étoffé par la suite. On a travaillé avec un autre groupe aussi du centre sociaux qui était, il y avait des personnes allophones et plutôt des personnes qui étaient en situation d'illettrisme. Et là, l'idée, c'était plus de présenter un certain nombre d'ouvrages et de faire, de leur donner envie de les lire. Donc d'abord de faire une lecture à voix haute d'un passage pour leur donner envie de le lire et de pouvoir échanger après entre eux sur ces ouvrages, en partant de choses où il n'y avait pas de texte et jusqu'à des documents dans lesquels il y en avait un tout petit peu. Mais tout ça, la difficulté, c'est vraiment de pouvoir créer des contacts. Et aux centres sociaux, par exemple, ben, la personne qui s'en occupait de ce groupe, elle est partie et elle n'a pas été remplacée. Et ben voilà, on est en milieu rural. Et honnêtement, même s'il y a à Saverne, il y a des groupes, on les connaît, mais c'est trop loin. Vous voyez, nous, notre difficulté, c'est vraiment un problème de proximité. Et ça, c'est compliqué. Donc là, vous allez pouvoir regarder sur le site du conseil régional, par exemple, s'il y a des opérateurs qui travaillent là-dessus et qui pourraient, voilà, éventuellement, hein, moi j'ai mis une liste, elle n'est pas exhaustive, hein, mais il y a tout un ensemble de structures qui ont ce type de public et il faut juste les identifier, quoi, hein. Donc, je dis, hein, c'est le CCAS, la région, c'est les autres services de votre département, hein. J'ai pas le nom précis des implantations du conseil départemental dans le champ social à proximité, les CMS, hein, ou d'autres structures comme ça, qui elles connaissent l'environnement, c'est vos collègues, quoi, hein, pour un certain nombre. Donc, c'est vraiment. C'est histoire d'initiative, et puis il faut que ça colle, il faut que ce soit le bon moment et qu'il y ait effectivement le public, quoi. Mais c'est évident que ça se pilote, quoi. C'est pas. Ça se pilote, ça s'anime, quoi. Comme les autres activités d'ailleurs, hein. C'est pas spécifique à celle-là, hein. Je me doute bien. D'autres personnes ont en tête quelque chose dans leur environnement qui se disent, ah bah tiens, ouais, c'est vrai, j'ai ça, ça pourrait m'intéresser, ça me permettrait d'avoir à la fois des ouvrages, de travailler avec eux, des temps, d'amener des nouvelles personnes, d'accompagner ces publics. Oui, Madame Winterberger.
Oui, bah, je pensais que c'est vrai que sur, toute la collectivité, il y a beaucoup d'associations qui font alors là, je parle pour le jeune public, hein, mais de l'aide aux devoirs, comme le Secours populaire ou la FEV ou des soutiens ou les réseaux, les programmes de réussite éducative et c'est vrai que si on pouvait faire des liens, avec ces structures-là et avec les médiathèques de secteur, ce serait génial parce qu'en fait, ça ferait venir, les jeunes en médiathèque, en bibliothèque et ça pourrait même être des partenariats sur les locaux qui viennent, pour faire leurs activités dans nos locaux et ils découvrent comme ça les bibliothèques et ça les rapproche du livre. Voilà, je pense à ce genre Ouais, de choses de proximité. ouais. Vous parlez de la FEV, la plupart du temps, ils interviennent dans les familles, ça peut y compris être des sorties familiales et on peut toucher les parents, hein, donc ça peut être un peu le clou de l'année ou du trimestre, d'avoir un accompagnement sur tout le trimestre Hop là, c'était un petit peu coupé, d'avoir un accompagnement sur tout le trimestre, et à la fin de chaque trimestre, de faire une sortie avec un des parents ou des frères et sœurs et de venir à la médiathèque ou plusieurs bénévoles peuvent amener des familles à avoir un petit temps collectif sur comment on vient à la bibliothèque, quoi. Ça peut être des éléments structurants de leur activité, quoi, hein. Il y a effectivement beaucoup de réseaux comme ça. Ouais. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, je vais vous faire un petit intermezzo. Alors, il faut que je départage parce que j'ai pas mis de son. J'ai un témoignage. Alors, il est un peu axé sur la question de l'emploi, parce que j'en ai pas spécialement sur le facile à lire, mais une personne qui s'est mise à bouquiner et qui en parle et c'est assez émouvant. Donc, je vais essayer. Vous me dites si vous le voyez, ça dure 3 ou 4 minutes, je crois. Et ça permet de voir ce qui se passe. Alors, je pense qu'il y a une pub, hein, c'est sur YouTube, mais ouais, c'est ça. Quand est-ce que je peux passer? C'est bon. Voilà. Alors on voit pas votre écran par contre, Ah, vous monsieur, ne voyez pas mais l'écran. ouais, Alors, je vais non. mettre en pause. Donc, pour le coup, ça ne l'a pas partagé comme ça. Donc, je vais refaire un partage et de ça. Attendez, ça va pas, j'ai pas mis le son. C'est c'est hashtag électronisme, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, j'illustre le fait que c'est pas toujours facile. Voilà, normalement, c'est bon. C'est bon, hein? Oui. Au travail, j'avais pas de problème à l'époque parce que c'était surtout un travail manuel où il n'y avait pas besoin de savoir écrire. On a toujours des petites choses pour empêcher que ça se voit. On n'a pas de stylo, on n'a pas de lunettes parce qu'on voit pas clair, on demande aux autres de le faire parce qu'on n'est pas équipé. Le cursus scolaire, quand même, il est loin, il date de 28 ans en arrière. Donc c'est légitime, voilà, pour pouvoir entrer en confiance, quoi. Voilà, donc cette remise à niveau, elle m'a permis d'avoir un petit peu confiance en moi et puis de pouvoir me projeter pour, euh, pour réussir mon projet professionnel, qui serait d'être soignante un jour. Quand je suis commencé au mois de mai, j'avais un peu de mal dans tout ce qui est dans les matières, les mathématiques, tout ça. Et grâce à ces cours-là, en fait, et j'ai réappris, on va dire, de refaire bien comme il faut les soustractions, tout ce qui est division. Le problème pour moi, c'est que je ne savais ni lire ni écrire. Les difficultés que j'ai rencontrées, que j'ai développées, c'est avec les collègues tout au départ qui ne savaient pas ma difficulté personnelle, qui ne connaissaient pas parce qu'on ne se laisse pas voir en principe. La formation m'a rapporté beaucoup parce que ça m'a retiré de là où j'étais, c'est ce que je faisais, et de m'apporter plus en reconnaissance de ce que je fais aujourd'hui. D'un point de vue humain, ce que j'ai gagné, c'est surtout le fait de travailler en groupe. Déjà de une, j'avais pas forcément l'habitude de travailler en groupe. Ça a changé les regards des autres, ça a changé aussi au sein de mon travail et ça m'a permis aussi d'évoluer dans mon métier. Le fait de pouvoir mieux m'exprimer rend service autant dans le domaine du travail comme dans ma vie personnelle.
je progresse dans la mesure où je fais beaucoup moins de fautes d'orthographe, ce qui me permet de faire des rapports à mes responsables hiérarchiques. Pour moi, ça m'aide beaucoup pour voir plus loin. Moi, je suis content, ça m'a permis de retrouver un rythme de travail qui a été très important. Dans la formation, ça m'a appris à revoir des bases que j'avais un peu oubliées, de me préparer à des tests psychotechniques que je sais que je vais être confronté, donc ça c'est vraiment un plus. Je suis à l'aise, parce que c'est dû justement à la compétence clé, quoi. Voilà. Donc j'aurais pas eu ça, je pense que j'aurais été renfermé, mais ça m'a développé, quoi. Ça m'a permis de parler en groupe, que je ne faisais pas auparavant. Donc ça m'a permis de me remettre à l'aise et confiance en moi. La formation m'a donné beaucoup de choses. Ça m'a aidé à mon boulot, j'ai pu remonter de salaire aussi, parce que bon, tu es obligé de faire des formations pour prouver qu'est-ce que tu veux sur le terrain, mais même sur les formations. Alors j'ai prouvé qu'est-ce que je voulais. J'ai prouvé aux gens que je travaille et à ma famille aussi. Ça a développé aussi chez moi le plaisir d'apprendre, voilà, notamment la lecture. Moi qui n'avais jamais ouvert un livre depuis plus de 30 ans, si je peux me permettre. Donc aujourd'hui, si je n'ai plus de bouquins, eh ben, c'est comme s'il me manquait quelque chose. Donc j'ai découvert la lecture du fait de mon âge mature et c'est avec plaisir que je dévore maintenant. Voilà, je vais vous montrer ce petit témoignage pour notamment la dernière personne qui est passée d'une situation d'illettrisme à son envie de dévorer des livres et son incapacité à s'en passer. J'en profite pour dire que les personnes qui sont en situation d'illettrisme développent quand même énormément de compétences pour dissimuler, pour trouver des astuces. C'est des personnes qui ont une mémoire souvent très très développée. Quand elles réussissent à maîtriser les compétences de base, c'est les personnes qui, pour un certain nombre, poursuivent des études. Hein, et quelquefois, c'est assez longtemps. Hein, c'est la revanche de ce qu'ils n'ont pas voulu faire, pas pu faire dans la vie. Hein, et donc, ils acquièrent la lecture et l'écriture et ils ne perdent pas leurs compétences et leur excellente mémoire et leur capacité à développer des stratégies. Donc, on a des personnes pour qui il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein, voilà. Voilà, donc si vous pouvez participer de cette dynamique, c'est plutôt pas mal. Alors, on était plutôt dans le monde du travail, hein, vous l'avez compris, hein, mais les compétences de base, elles ont ceci de particulier, c'est que quand on les travaille dans le monde du travail, elles servent pour suivre la scolarité des enfants ou pour aller à la médiathèque du coin, et quand on les travaille à la médiathèque du coin, c'est pareil, ça sert aussi dans les autres domaines, donc il n'y a pas de... Hein, une forme de base, quoi. C'est mis dans le mot. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments. Moi, je vous ai fait la présentation que je pouvais faire. Je reste à disposition, bien sûr, s'il y a un groupe de travail ou d'autres choses qu'on peut mettre en place. Dans beaucoup de régions, il y a des centres ressources illettrisme. Pour l'instant, dans le Grand Est, il n'y en a plus depuis quelques années. On travaille à regarder quels sont les besoins en matière de ressources illettrisme. Et bien sûr, on n'oubliera pas le champ culturel d'une manière générale et les médiathèques en particulier dans cet environnement. Donc, on devrait démarrer une étude à la fin de cette année sur les besoins et l'existant, hein, et pouvoir regarder comment on répond aux besoins des uns et des autres au quotidien, hein, de manière à avoir une assise un peu plus large. Je suis le seul dans la région, donc je peux intervenir dans la limite d'un temps plein. Voilà, mais on devrait pouvoir développer de la ressource et faire en sorte qu'il puisse y avoir des ressources de manière relativement un peu spécialisée sur le champ de la formation, sur le champ de la ressource pédagogique, des méthodologies qu'on peut mettre en place, de l'appui à la construction de partenariats et de stratégies de lutte contre l'illettrisme et de remédiation. Voilà. Alors, le PowerPoint, je vais vérifier les liens et je vous le fais parvenir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ou...
A priori, il n'y a pas d'autres questions. Je crois que votre présentation était très, très claire, donc je crois que, voilà, tous les participants et participantes repartent avec, beaucoup d'informations et d'idées, j'espère, et d'envie de mener des actions, autour de cette thématique de l'illettrisme. D'accord. Bon, moi, je ne peux pas aller plus loin, je vous le disais, comme ça, au cours d'un webinaire d'1 h 30. Après, on peut réfléchir, je peux vous donner des éléments si vous me sollicitez pour avoir des contacts de proximité au-delà des contacts et des liens que j'ai pu mettre, que vous pourrez trouver dans la présentation. Et puis, je pense que la question de l'exemplarité, si l'un ou l'autre mettait en place un certain nombre d'actions, vous pouvez m'en avertir, hein. Ça permet de montrer un petit peu ce qui est fait, ce qu'il est possible de faire, et puis éventuellement, à une autre occasion, de vous demander de témoigner de ce qui a été mis en place, de manière à pouvoir partager des bonnes pratiques et d'enclencher de la dynamique, hein. C'est toujours assez intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire, ben voilà, on a accueilli un groupe de telle activité et ça se passe comme ça. Très bien. Ben, je vous Bon. remercie beaucoup de l'invitation et puis bon courage pour le reste. Merci à vous, monsieur Fleury. Je pense que tout le monde, voilà, tout le monde a trouvé la présentation très intéressante. Et voilà, j'en profite à nouveau pour reboucler avec ce que disait ma collègue Mariam un peu plus tôt. On a un comité facile à lire, donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas voilà, à y participer. Et merci encore voilà, pour toutes ces informations qui sont aussi précieuses, je pense, pour sensibiliser les professionnels des bibliothèques par rapport à cette thématique. Donc merci beaucoup à vous. Tant pis. Merci, au revoir. Ok, merci beaucoup. Bonne journée à tous et toutes et à bientôt. Merci. 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 Merci, bonne journée. Au revoir, Au bonne revoir. journée. Merci, bonne journée.